Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Pour cette dernière semaine de l'année 2024, nous consacrons une édition spéciale aux principaux faits ayant marqué l'année 2024 au Sahel. Nous parlerons notamment des transitions qui semblent s'éterniser. Si au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a finalement organisé l'élection présidentielle qu'il a remportée, aucun calendrier électoral n'est officiel au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Nous reviendrons ensuite sur le départ des forces étrangères du Sahel. En cette fin d'année, les soldats français ont commencé à quitter le Tchad. Auparavant, ce sont les soldats américains qui quittaient le Niger. Une dynamique géopolitique que nous analyserons. Nous évoquons ensuite le divorce qui semble consommer entre la CEDEAO et l'AES. Le 15 décembre, les pays membres de la CEDEAO ont annoncé qu'ils donnent un délai de 6 mois au Burkina Faso, au Mali et au Niger après la date de leur départ officiel de l'organisation fin janvier 2025 afin qu'ils puissent revenir sur leurs décisions. Nous parlerons enfin de la situation humanitaire dans le Sahel. La vie de 32,8 millions de personnes à travers la région est affectée par un ensemble complexe et interconnecté de crises exacerbées par l'instabilité, la détérioration de la situation sécuritaire et les effets du changement climatique, avertissait en juin le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Pour parler de tous ces sujets, nous retrouverons à Bamako le Dr Ali Tounkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'information et de découverte dans le Sahel. Quand seront organisées les élections qui mettront fin aux transitions au Burkina Faso, au Mali et au Niger? Difficile d'avancer des échéances pour le moment, tant la question reste du domaine réservé des militaires qui dirigent ces pays. Pour analyser cette première actualité, retrouvons le docteur Ali Tounkara. Bonsoir, docteur Tounkara. Bonsoir. Alors, comment expliquer le flou, sinon le tabou, qui entoure ces questions dans les pays sahéliens que nous venons d'évoquer? Si au Burkina Faso, on évoque la nécessité de reconquérir d'abord les parties du territoire, toujours aux mains des terroristes, pourquoi est-ce que le calendrier n'est pas clairement défini chez les voisins? C'est vrai que la question d'élection avec les militaires au pouvoir reste un sujet préoccupant. Pour le cas du Burkina, vous l'avez bien évoqué, les autorités burkinabées, notamment militaires en l'occurrence, estimeraient que si les Burkinabés auraient aujourd'hui une urgence, ce sera comment asseoir une paix durable sur l'ensemble du territoire de cette paix durable, peut-on avancer l'hypothèse de la tenue des élections. Mais s'agissant du Mali et du Niger, c'est vrai que les autorités maliennes, militaires et civiles, avaient dans un premier temps communiqué un chronogramme quant à la tenue des élections générales. Mais lequel chronogramme n'a pas été respecté. De ce fait, elles ne veulent plus se hasarder à recommuniquer des dates où elles ne sont pas sûres, les autorités maliennes, de les respecter. D'où un sentiment de silence vis-à-vis de nouvelles propositions allant dans le sens de la tenue des élections. Maintenant, s'agissant le cas du Niger, pour le cas du Niger, je crois qu'on a beaucoup plutôt appris des leçons du Mali, du Burkina Faso. Le Niger, faut-il le rappeler, jusqu'ici, n'a pas son organe législatif, contrairement au Mali et au Burkina Faso. De ce fait, aller aux élections ne serait pas aujourd'hui à l'ordre du jour dans le contexte nigérien, même si certains signaux nous permettraient aussi de dire que les autorités maliennes tenteraient à tenir ne serait-ce que l'élection présidentielle courant 2025 parce que le coût étant inscrit dans le budget 2025 et de même également certaines annonces ou certaines rencontres avec la classe politique sont des signaux qui pourraient nous permettre de dire que l'année 2025
pourrait connaître ne serait-ce que la tenue de l'élection présidentielle au Mali. Alors au Tchad, on l'a vu, Mahamat Idriss Déby Itno, général, désormais maréchal, a organisé et remporté la présidentielle sans surprise. Pourquoi est-ce que dans les autres pays, on ne copie pas simplement cet exemple? L'élection serait alors une formalité. On imagine mal ces présidents de transition organiser des élections, les perdre ou alors ne pas être candidat. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre la transition tchadienne aux trois transitions, celle du Mali, du Burkina et du Niger. Le Tchad a quand même bénéficié d'un certain accompagnement de la part de la communauté internationale dans ces phases transitoires. Et également, si l'on regarde, les défis certes sont un peu communs à ces quatre pays, s'agissant de la présence de groupes radicaux violents et même également par endroits la présence de mouvements indépendantistes, mais le cas tchadien n'est pas du tout comparable à celui du Mali. Si l'on sait combien le pouvoir s'est retrouvé entre les mains de plusieurs officiers supérieurs. Pour le cas du Niger, on a quand même du mal jusqu'ici à jeter les fondamentaux de la transition. Enfin, pour le cas du Burkina Faso, même si le président Traoré reste, en tout cas du point de vue factuel, le seul commandant à bord, mais il a quand même du mal à faire taire certaines dissidences à l'intérieur. Donc, tous ces éléments réunis font que on ne peut pas comparer ces trois pays de l'AES au cas tchadien, tandis que ces trois pays de l'AES aujourd'hui seraient déshérités d'un certain nombre d'accompagnements de la part des partenaires classiques, notamment du bloc occidental. Merci beaucoup, docteur Tounkara. Parlant justement des transitions, des femmes représentantes de 6 pays se sont réunies à N'Djamena du 19 au 21 février 2024 pour discuter du rôle croissant que les femmes souhaitent jouer dans ces processus en Afrique. Les participantes originaires du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon, de la Guinée et du Tchad ont échangé sur leur implication dans les affaires politiques et la promotion de la stabilité, particulièrement dans un contexte où les pays du Sahel font face à des défis sécuritaires et institutionnels récurrents. Reportage d'André Kotmadingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena. La rencontre s'est penchée sur les défis à relever en matière d'autonomisation des femmes qui sont souvent les premières victimes des conflits alors qu'elles peuvent être un moteur du changement. L'exemple des femmes du Burkina Faso qui, malgré qu'elles soient impactées par la crise sécuritaire et politique, se montrent de plus en plus résilientes en menant des activités génératrices de revenus pour ne pas dépendre entièrement de l'État et de l'aide extérieure. Un moment de partage d'expériences et de réflexion sur le statut de la femme puisque les problèmes qu'elles rencontrent dans ces pays d'Afrique en transition sont similaires. Il y a l'autonomisation socio-économique des femmes, la pauvreté des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il faut savoir jouer sur les leviers dans nos pays respectifs pour pouvoir améliorer en fonction, en tout cas, des différents domaines. Madame Nandi Diallo, ministre burkinabé du genre, des recommandations et résolutions innovantes et pertinentes ont été prises pour améliorer les conditions des femmes dans les pays africains en transition, informe au micro de VOA Afrique Madame Koulibaly Mariam Maïga, ministre malienne en charge de la promotion de la femme. Améliorer l'accès des femmes et des filles, particulièrement les femmes vivant en milieu rural, aux services sociaux de base tels que santé, éducation, formation, nutrition, eau. Investir massivement dans l'autonomisation économique des femmes à travers les facilités d'accès au crédit. Ces femmes s'engagent à suivre ces recommandations et plaidoyer dans ces pays en transition pour le bonheur de leurs sœurs qui sont les plus vulnérables et donc les plus touchés par la crise sécuritaire dans la région. Mahamat Idriss Déby Itno, président tchadien de la transition, reconnaît lui aussi que les défis des femmes de ces pays en transition sont les mêmes. Les conflits armés, les attaques terroristes et l'instabilité politique ont aggravé les fragilités, mettant en lumière les défis immenses auxquels vous êtes confrontés, mais aussi votre rôle essentiel dans la résolution des crises
et la construction de la paix. La rencontre de N'Djamena a permis aux femmes de ces pays en transition d'évaluer et de rendre visible le rôle crucial qu'elles jouent dans les transitions politiques. C'était aussi l'occasion de se mobiliser autour des problématiques liées à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît le rôle joué par la femme dans la prévention de conflits et le maintien de la paix. Retrouvons le docteur Ali Tounkara pour parler d'autres faits ayant marqué l'actualité au Sahel en 2024. Le départ des forces étrangères, occidentales surtout, est devenu une vraie dynamique dans le Sahel. Les avions de chasse français ont quitté N'Djamena le 10 décembre, première étape du retrait historique de l'armée française du Tchad après plus de 60 ans de coopération militaire. Le départ des avions Mirage fait suite à l'annonce par le Tchad fin novembre de mettre fin aux accords de sécurité et de défense qui le liaient à la France depuis la fin de la colonisation. Alors, docteur Tounkara, avant ce départ des forces françaises du Tchad, on a vu les forces américaines quitter le Niger. Récemment, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fait savoir que la présence des militaires français dans son pays ne correspond pas, je cite, à notre conception de la souveraineté et de l'indépendance. Comment expliquez-vous cette dynamique qui s'enracine dans la région? C'est vrai que quand on regarde ces différents États sahéliens anciennement colonisés par la France avaient des accords de défense, lesquels accords sont de plus en plus jugés par un certain nombre des États anciennement colonisés par la France comme peu pertinents, voire pas du tout efficaces, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. S'agissant du cas récent du Tchad, en tant que le président tchadien lui-même, le Tchad se voit suivi dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, dans ses parties frontalières avec que ce soit le Niger ou même où il était censé lutter contre la nébuleuse avec le Cameroun. Il se voit seul. Toutes ces luttes se mènent en présence de la France sans que cette dernière n'apporte le soutien attendu. Mais dans le même temps, faut-il le rappeler, l'espoir qui a amené ces différents États sahéliens à s'inscrire dans ces rapports de coopération militaire avec la France, cet espoir, il est quand même aujourd'hui mince. Cette ruée vers la souveraineté, le fait que certains États soient aussi acculés par les différentes oppositions, et même par des citoyens lambda, quant à une présence militaire étrangère sur des territoires, sont des éléments qui expliqueraient le pourquoi aujourd'hui les États sahéliens veulent non seulement asseoir leur propre souveraineté, mais dans le même temps, ils ne veulent plus que des coopérations soient l'objet des jeunes ou soit des fins en termes d'élargissement des partenariats sur d'autres États comme la Russie, l'Iran, l'Irak. D'où aujourd'hui un sentiment, en tout cas, de ne plus sentir ou en tout cas de ne plus considérer cette présence militaire française ou même de façon générale cette présence militaire étrangère comme utile au regard des enjeux, défis auxquels le Sahel fait l'objet. Alors, ces avions qui ont quitté le Tchad ont, il faut le reconnaître, aidé les pouvoirs Déby à combattre les rébellions par le passé. Alors, je voudrais vous demander maintenant, comment est-ce que ces pays du Sahel comptent compenser ces départs des forces étrangères? Est-ce que vous pensez que l'on verra s'installer d'autres forces, russes par exemple, ou alors est-ce que vous pensez que ces armées africaines sont déjà prêtes pour prendre la relève? Alors, si l'on prend le cas des armées de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est vrai que les forces étrangères barkhanes onisiennes avaient permis par moment d'assister aux efforts de retour à un pays dans le contexte malien, mais ces différentes forces partenaires n'ont pas permis non seulement de stopper l'expansion de la menace terroriste, mais dans le même temps, tous les résultats engrangés ou obtenus sous ces forces étrangères avaient quand même mis
les armées sœurs sahéliennes sur la touche. D'où aujourd'hui la nouvelle configuration, quand vous regardez un peu cette mutualisation des efforts s'agissant des trois armées de l'AES, cette mutualisation même des moyens, même par endroits, ce soutien matériel qu'apporterait de part et d'autre dans le cadre de l'AES sont des éléments qui ont permis aujourd'hui, à défaut de mettre un terme au terrorisme, en tout cas d'extraire la menace dans des poches qu'on pourrait qualifier très sensibles. Donc, de façon simple, ce que les forces partenaires n'ont pas permis d'obtenir en termes de résultats, les forces sahéliennes mises ensemble aujourd'hui, sous un même commandement commun, arrivent à détruire pas mal de quartiers généraux de groupes radicaux violents avec le référentiel musulman. Donc, pour dire que cette compétition entre les puissances occidentales en termes de présence militaire sahélienne n'a pas permis justement aux armées sahéliennes d'obtenir des résultats escomptés. D'où aujourd'hui le sentiment que la sécurité ne peut être restaurée que par des armées sahéliennes, même si celles-ci auraient besoin de soutien, qu'il soit logistique ou qu'il soit même en termes de formation, de la part de certaines armées comme américaines, françaises ou britanniques. Mais tout cela doit se faire dans un cadre tout à fait gagnant et gagnant. Alors, les forces étrangères ont quitté ou vont quitter plusieurs pays du Sahel, mais la collaboration avec les pays occidentaux est loin de s'arrêter. Par exemple, l'USAID est le plus grand bailleur humanitaire au Mali, contribuant à hauteur de 30% au plan national de réponse humanitaire du pays ouest-africain. Avec ses plus de 20 partenaires internationaux et nationaux, l'Agence des États-Unis vient en aide aux populations maliennes vulnérables dans plusieurs secteurs et contribue au retour de la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Reportage de Mohamed Danyoko à Bamako. En compagnie des autorités de la transition malienne, l'ambassade des États-Unis et l'USAID ont célébré la journée internationale de l'aide humanitaire. En tant que premier partenaire de l'État malien dans le domaine de l'humanitaire, l'USAID et ses ONG partenaires ont tenu à partager les résultats de leurs actions en faveur des couches vulnérables. Nous contribuons beaucoup au plan national de réponse humanitaire au Mali à hauteur de plus de 30%. Donc l'USAID est le plus grand bailleur humanitaire au Mali. Et, en moyenne, notre planification budgétaire se base sur une année. Donc chaque année, depuis 2020, nous avons plus de 100 millions de dollars américains investis dans l'aide humanitaire au Mali. Une enveloppe de 80 millions de dollars est allouée au projet Al-Barka, mis en œuvre dans la région de Badiangara, Douanza, Mopti et Gao, pour lutter contre l'insécurité alimentaire et venir en aide aux victimes des conflits. Actuellement, nous avons plus de 1500 jeunes que nous accompagnons dans le cadre de la création de l'emploi. On les a déjà placés en mentorat d'apprentissage, dotés également en matériel, équipement, pour les permettre de commencer des activités génératrices de revenus qui sont porteurs dans la zone d'intervention du projet. Finançant actuellement en grande partie un projet d'incident de protection de l'Association malienne pour la survie au Sahel, le financement de l'USAID, selon les responsables de cette association, répondent aux besoins des populations. Vraiment, toutes les actions qui sont financées par l'USAID contribuent vraiment à promouvoir le vivre ensemble et à mettre les populations dans leurs droits. Bénéficiant de l'appui de l'USAID sur plusieurs de ses programmes depuis 2016, Catholic Relief Service a, de 2016 à 2022, perçu 33 millions de dollars qui ont soulagé 604 000 personnes. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Parlons maintenant avec notre invité du divorce entre la CEDEAO et l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Les régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger jugent irréversible leur décision de quitter la CEDEAO. En début de cette année, ils ont annoncé leur volonté de quitter cette organisation qu'ils jugent notamment instrumentalisée par la France. Alors, Ali Tounkara, avec un peu de recul, comment expliquez-vous la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que c'était juste des régimes militaires qui ont
coalisés parce qu'ils se sentaient menacés? Ou est-ce que vous voyez un fond idéologique derrière cette organisation et surtout derrière la rupture avec la CEDEAO? Le contexte et les circonstances qui ont prévalu la création de l'Alliance des États du Sahel laisse entendre qu'effectivement, dans un premier temps, on était plutôt davantage à comment se prémunir d'éventuelles attaques qui pourraient venir des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui était initialement annoncée et dirigée contre le Niger et par ricochet. Est-ce que le même acte n'allait pas être aussi dirigé contre le Mali et le Niger? C'est dans cette dynamique qu'effectivement l'Alliance a vu le jour. Mais au-delà de ce contexte qu'on peut qualifier un peu, en tout cas très sensible de sa création, c'est une alliance qui déjà réunit les trois pays qui sont les plus touchés par le phénomène du terrorisme. De ce fait, l'alliance, si elle a quelque chose de très positif, elle est parvenue à asseoir un commandement commun entre ces trois États. Lequel commandement commun n'a pas été obtenu avec les différentes présences qu'on avait de la mission Niger au Mali, qu'on avait de la force Barkhane, de la force Takuba européenne, qu'on avait même de la force conjointe du G5 Sahel. Donc, en somme, même si l'idée de départ était de se protéger contre d'éventuelles attaques, mais au bout du tunnel, l'Alliance est parvenue à non seulement élargir son champ d'action du seul feu de la défense et de la sécurité, les questions de développement sont aussi sérieusement prises en compte, les questions de mobilité des populations de part et d'autre sont, entre autres, des éléments aujourd'hui qui laissent entendre qu'effectivement, même si l'organisation réunissant ces trois États avait été créée d'autodéfense dans un contexte de protection de soi, aujourd'hui, tout laisse croire que l'horizon qu'elle s'est donné va au-delà du seul aspect de défense et de sécurité. Alors, ce divorce AES-CEDEAO pourrait avoir des implications économiques et politiques importantes pour la sous-région, la région ouest-africaine, notamment en matière de libre circulation des personnes et des biens. Pendant les 6 mois qui ont été donnés aux pays de l'AES pour revenir sur leurs décisions, pensez-vous qu'il est encore possible de négocier? Si oui, sur quoi exactement? Si l'on regarde les avancées déjà enregistrées côté AES en termes de composition et de recomposition des différents organes de l'Alliance, de même également la présence de différents officiers de liaison de part et d'autre, il est aujourd'hui très peu probable que ces trois États reviennent dans la CEDEAO. Maintenant, les 6 mois dont vous mentionnez vont plutôt servir une sorte d'espace pour la CEDEAO de rendre les positions cohérentes et surtout partageables entre les différents États membres de la CEDEAO. Si vous regardez aujourd'hui la configuration anthropologique entre les communautés de part et d'autre, si vous regardez aujourd'hui la réelle politique en termes de bénéfices, en termes de pouvoir financer des États, tous ces éléments réunis nous laisseraient entendre que si la CEDEAO avait décidé de prendre des mesures collectives vis-à-vis de l'AES, ces mesures allaient connaître difficilement une certaine effectivité dans tous les pays de la CEDEAO. À titre d'exemple, si on regarde aujourd'hui le nombre important de Maliens qui vivent au Sénégal et des Sénégalais qui sont au Mali, de même également côté Bénin et Niger, il n'est pas évident, par exemple, si la CEDEAO venait à décider que la question de la mobilité des populations de l'AES vers
les États de la CEDEAO soient sanctionnés par l'obtention d'un visa ou par de formalités à remplir, une telle décision peut ne pas être effective dans l'ensemble des pays de l'Est. Donc, voilà. Il semble-t-il que ces 6 mois vont servir plutôt à rendre cohérente, à rendre surtout partageables les décisions collectives qui vont en sortir. Voilà. Dans ce climat de tension et d'insécurité qui traverse le Sahel, certains acteurs sociaux se mobilisent pour détendre l'atmosphère. Au Burkina Faso, à travers Grafsaha, le seul festival de graffiti du pays, les artistes véhiculent des messages de paix et de tolérance en résonance avec la situation sécuritaire complexe du pays. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré. Sur une des principales artères de la capitale burkinabé, des fresques murales. Des graffeurs sont à la tâche. Des messages forts, engagés et parfois réconfortants sur le mur. Nous sommes à l'unique festival de graffiti du pays. Cet art, encore méconnu, est une passion. Christian Maker Bayala, un graffeur malien prenant part à ce festival. Quand je m'exprime sur ces murs, c'est une façon de m'évader, de m'éloigner, voilà, de karma planer. Voilà, je me sens vraiment dans ma peau d'artiste quand je graffe, quand je suis sur un mur en train de m'exprimer. L'état du graffiti là-bas, en tout cas, c'est pas trop connu. Voilà, c'est pas trop connu. Voilà pourquoi moi-même j'ai validé l'invitation pour venir vraiment m'exprimer avec mes frères graffeurs d'ici. Clairement, le graffiti permet de s'exprimer. Même les fake news, la désinformation ne sont pas épargnés ici. Comme nous le dit l'artiste graffeur Abdoulaye Teli. C'est une manière de dire qu'il faut toujours analyser les mots avant d'y croire. Donc fake news, des fausses nouvelles, il faut toujours analyser les propos avant d'y croire, quoi. Pour moi, le graffiti, c'est une autre manière d'exprimer, en fait. On passe le message à travers ça, comme la musique aussi. C'est une manière d'exprimer, quoi, de s'exprimer au plus. Cette jeune dame, Marietou Sawadogo, bien qu'exerçant déjà les arts plastiques, est venue s'imprégner de quelques notions du graffiti. Je suis artiste, mais il faut dire que c'est surtout la curiosité qui m'a emmenée vraiment à venir découvrir. Parce que pour moi, être artiste, c'est ça. Il ne faudrait pas rester seulement dans ce milieu. Il faut chercher aussi à voir. Parce que tout ça aussi, c'est de l'art. Donc je suis venue là juste pour comprendre, pour mieux et voir si je peux aussi, pourquoi pas, essayer d'améliorer aussi mon style en tant qu'artiste à partir bien sûr du graphisme, graffiti. Plus d'une vingtaine de graffeurs ont participé à cette édition du festival. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Bénin et naturellement du Burkina Faso. Le festival se penche sur la prochaine édition en 2025. Objectif, vulgariser le graffiti tout en passant des messages de paix et d'union. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Parlons enfin de la situation humanitaire dans le Sahel. La vie de 32,8 millions de personnes à travers la région est affectée par un ensemble complexe et interconnecté de crises, exacerbées par l'instabilité, la détérioration de la situation sécuritaire et les effets du changement climatique, avertissait en juin le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Alors, Ali Tunkara, comment est-ce que vous évaluez la situation sécuritaire dans le Sahel en 2024 et comment est-ce que vous trouvez la réponse humanitaire qui a été apportée par les pays et les organisations humanitaires? Les réponses sont certes nécessaires, mais elles ont nettement reculé pour des raisons diverses. Rapidement, parmi ces raisons, on peut citer le fait que les États du Sahel ont commencé à revoir les conditions d'accès à des environnements hostiles. Mais dans le même temps, il ne faut pas occulter le fait que ce sont des localités aujourd'hui qui sont soumises à une intensité de combat entre les armées régulières et les groupes radicaux violents. Il y a également les punaises questions justement de l'Ukraine où beaucoup de donateurs aujourd'hui ont d'autres priorités que le Sahel. Donc tous ces éléments réunis expliquer le pourquoi aujourd'hui beaucoup de localités, les communautés sont aux abois en termes d'assistance humanitaire, que ce soit au Mali, au Burkina Faso et au Niger.
Merci beaucoup Ali Tunkara. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Merci d'avoir analysé avec nous les faits marquants de l'actualité dans le Sahel cette année 2024. C'est la fin de cette édition spéciale de Focus Sahel. Un grand merci d'avoir écouté et regardé cette émission tout au long de cette année 2024. Bonne fête de fin d'année 2024. Bonne et heureuse année 2025. À très bientôt.